En gros, l'affaire Kat Bolen, c'est que Kat Bolen est une sexologue slash psychologue, elle a les deux, belge. Puis, elle s'est retrouvée, en fait, à devoir batailler contre son ordre parce que elle a été dénoncée, en fait, à son ordre des professionnels en Belgique. Bonjour Damien! Elle a été dénoncée à son ordre professionnel en Belgique par un collègue, donc par un autre membre de l'association. Puis, ça fait en sorte que ça fait poser des questions parce que son ordre l'a en fait sanctionné. Il a vraiment donné une sanction. On n'a pas les détails de quelle a été la sanction. C'est sûr, elle n'a pas été radiée ou des choses graves comme ça, mais elle a été en gros donné un avertissement officiel par son ordre. Donc, j'imagine qu'ils ont des dossiers sur leurs membres puis que avec plusieurs avertissements, ben, peut venir probablement des sanctions beaucoup plus graves. À cause de ça, ben, on se retrouve un petit peu devant le dilemme de dire professionnalisme puis sexy, est-ce que c'est absolument incompatible? Est-ce que ça va absolument pas ensemble? Puis, dans le fond, moi-même, j'ai été confrontée, puis je suis confrontée, en fait, souvent à cet aspect-là du travail que je fais. Tu sais, je suis pas sexologue, je ne fais pas partie d'un ordre non plus, mais au niveau du coaching, comme j'ai choisi de me spécialiser dans la sexualité, il y a une marge, il y a une ligne à tracer pour moi. Puis, des fois, je me demande justement, c'est quoi la meilleure ligne? Parce que en étant justement une espèce d'avocate du plaisir, une espèce de sexe positive personne en tout temps, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de venir dire OK, je suis full pro-sexe, je suis full pro-plaisir, pro-découverte, pro-épanouissement sexuel, mais je ne peux pas épanouir dans une certaine mesure ma propre sexualité ou l'épanouissement de ma sexualité doit absolument passer par, dans ce cas-ci, fort possiblement, un ordre, donc un corps, dans le fond, qui est extérieur à moi-même, à ma propre vie, donc d'être géré par un concept et non justement un concept, un regroupement de personnes qui ne me connaissent possiblement pas vraiment. Je trouve que ça fait réfléchir, ça ramène à plein d'aspects, surtout au niveau, par exemple, quand on se rappelle, juste à l'automne, on en a encore entendu parler, puis même moi, j'ai été étonnée, l'espèce de micro-scandale, protestation qu'on a eue par des élèves du secondaire à Sherbrooke qui ont décidé de porter la jupe à l'école pour manifester, en fait, et protester contre leur code vestimentaire qui, selon ce que je peux comprendre, n'a pas changé depuis les presque 20 dernières années quand moi j'étais à l'école. Puis je me souviens à quel point j'étais tellement toujours à l'encontre des codes vestimentaires. Mes parents n'auraient jamais pu m'envoyer à l'école privée à cause de ça. Ils me l'avaient proposé, puis j'avais tout simplement dit non, c'est impossible. Je dis, il n'est pas question que je porte un uniforme, il n'est pas question que je sois brimée justement dans l'expression de mon corps, en gros. Puis malgré tout, ben c'était toujours les mêmes questions, les mêmes problèmes. C'est toujours à se demander, bon, ben, ta jupe est trop courte, tes bretelles sont trop petites, ton chandail est trop court. Puis, on vient à se demander, c'est qui décide de ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des gens qui décident pour la jeunesse, dans le fond, puis pour les personnes qui sont en plus qui sont dépassés, justement, la jeunesse, tu sais, qui sont en plein contrôle, techniquement, de leur corps, de leur imposer des sanctions ou des manières de les restreindre, dans le fond, dans leur expression, puis dans leur manière de s'habiller. Ce qui m'amène un petit peu, justement, à jaser du côté, c'est ça, du côté hypocrite de la chose, parce que
on peut penser comment ces lois-là ou ces règles-là provenant... Bonjour Martine! Ces règlements-là sont venus, dans le fond, d'un système qui était monté au niveau patriarcal, cis, et très fort possiblement hétéro aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est intéressant d'explorer, qui est intéressant de se demander. Shinri dit, moi, je suis en train de penser que c'est comme trans dans la communauté. Mon identité trans représente en tout temps l'image de la communauté trans. Si une personne trans fait un truc pas correct, ça entache la crédibilité de la communauté en entier. Puis, je réalise que c'est la même chose avec le code professionnel. J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire justement où est-ce qu'on trace la ligne entre justement ce qui pourrait entacher puis ce qui n'entache pas. Parce que en termes de proposition de valeur, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on offre comme message quand on dit que justement, oui, un professionnel qui est là pour t'aider, c'est une chose. Je dis pas que ça serait OK de servir un client en tenue légère ou en bikini, mais c'est quoi, dans le fond, ce qui est vraiment correct? Qui décide ça? Est-ce que c'est juste les construits de la société? Ou est-ce qu'on peut vraiment faire des choix qui sont égaux pour tous, dans la mesure où qui ne reflètent pas, en fait, ce qu'on s'attend d'une personne ou ce qu'on s'attend d'une femme plus précisément en ce moment. Puis c'est encore plus étonnant parce que quand on y pense, le domaine de la psychologie est de moins en moins, puis même je serais pas étonnée d'apprendre que les statistiques seraient en fonction d'une majorité féminine. Comme au Québec, par exemple, la plupart des sexologues, plus en particulier, vont être de sexe féminin. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on donne comme message aux autres femmes quand on dit qu'on peut même pas, je sais pas, mais accepter que dans sa vie privée, on a le droit d'avoir, justement, que ça soit des intérêts pour le burlesque, pour le striptease, pour le pole dance, peut-être. Ça peut être jusque-là. En quoi ça regarde les autres personnes? Dunter, il dit, elle aurait pas dû dire sur son profil qu'elle est sexo ou psycho. Je me dis, oui, peut-être qu'elle aurait pas dû dire, mais on retombe dans le côté cacher une partie de soi-même. Soit on cache qu'on est intéressé par le sexe, si je fais une image vraiment, vraiment large, ou intéressé par la photographie érotique, par exemple, ou on cache le métier qu'on fait. Puis je me dis, qui d'entre vous a choisi son métier, puis que son métier en fait partie de lui? T'sais, donc, même moi, si je pense à pourquoi j'ai fini par choisir le coaching de vie sexuelle en particulier, c'est que ça venait vraiment me représenter en tant que personne, que je suis fière d'en parler, que je suis fière de le dire. Shinri dit oui et non, en effet, je dirais. Continue, écris-moi là-dessus, j'ai envie de savoir qu'est-ce que t'en penses. Puis je vais pouvoir te lire aussi après ça, tu sais. Dunter, il dit c'est personnel dire qu'elle en fait partie. Elle embarque dans son ordre, dans le sens où elle aurait pu choisir de ne pas embarquer dans l'ordre, par exemple. Je sais pas si dans cette mesure-là, en Belgique, par exemple, il y a une obligation pour pouvoir, par exemple, faire des reçus d'assurance, par exemple, ou ce genre de choses-là. Ce que je sais, c'est que Kat Bolen a décidé par elle-même de renoncer officiellement à son statut de psychologue. Donc, elle a pris la décision pour elle-même de se retirer de cet ordre-là parce que, de ce que j'ai lu, elle aurait dit que, justement, un ordre qui ne représente pas les valeurs pour lesquelles elle travaille tous les jours, en fait, fait en sorte qu'elle n'était plus intéressée, dans le fond, à représenter cette profession-là, cet ordre-là.
J'espère pour elle que elle est pas un peu comme ici, s'il y a juste l'Ordre des sexologues du Québec, il n'y en a pas d'autres. Il y en a juste un. Donc, c'est soit t'en fais partie, soit t'en fais pas partie. Ce qui donne un peu un côté monopole qui est peut-être pas nécessairement la meilleure chose. Mais en même temps, tu sais, elle a dû se plier d'une manière ou d'une autre. Ils ont, dans une certaine mesure, gagné parce qu'elle a décidé de poster des photos qui sont vraiment pas si terribles que ça, là. Je vais vous le dire, ben franchement, là, je vais aller vous chercher son Instagram, là, juste parce que je me suis quand même donné la peine de la suivre, juste parce que j'étais comme, ça vaut la peine de soutenir ce genre de combat-là. C'est un combat qui me parle beaucoup, bien évidemment. Puis, tu sais, vous allez voir par vous-même, il y a vraiment, franchement rien là. Même, tu sais, la pire que j'ai vue, c'était des photos, justement, de type érotique. Je sais pas si vous connaissez Nu 2, mais c'est pas plus terrible que ça, tu sais. C'est pas plus épouvantable que ça. Donc, Martine me dit... Quand t'es trans, oui, tu représentes la communauté. Il faut voir l'image aussi. Jouer à la transfrue dans les réseaux sociaux et les médias, oui, ça donne une mauvaise image de la communauté. Ben, je sais pas si tu veux dire ça en fonction de peut-être ce qu'elle a fait comme mouvement. Je pense pas. Ben, en fait, je pense que c'est bon de se fâcher. Dans une certaine mesure, c'est bon de se fâcher. Pour faire bouger les choses, en fait. C'est vraiment ça que je pense qui est le plus important. Tu sais, c'est de là à se demander, tu sais, le dilemme, c'est se demander, est-ce que les femmes, en général, doivent se plier ou pas aux attentes vestimentaires de la société? Ça rapporte au concept de culture du viol, ça rapporte justement au concept de respect. Est-ce que une personne mérite plus ou moins de respect selon ce qu'elle porte? Techniquement, moi, je pense que ça devrait pas. C'est une question que c'est important de se poser, par contre, en tant que société. J'avais même une image dernièrement que j'avais partagée sur un certain groupe. En fait, j'avais fait partie d'une discussion assez houleuse sur le sujet. C'était un homme qui disait quand je vais au parc aquatique, donc c'est une discussion de cet été, quand je vais au parc aquatique, puis que je vois les filles de 16, 17, 18 ans porter des bikinis trop petits, trop rentrés dans les fesses, il dit je me sens mal. Puis je me disais, ok, je peux comprendre que ça peut exercer sur toi un malaise, mais parce qu'il rajoutait que il aurait voulu que, dans le fond, ces personnes-là, il avait envie d'aller leur dire. C'était un peu ça le pourquoi moi je me suis un petit peu fâchée dans la question. Il disait, j'ai envie d'aller leur dire de s'habiller, en gros. Puis ça m'avait fâchée parce que je me disais, c'est un manque total de respect, c'est un manque flagrant de respect d'ailleurs. Puis c'est là où j'ai trouvé une image qui disait la quantité de vêtements n'égale pas la quantité de respect. Puis j'avais trouvé ça très pertinent parce que c'était écrit sur un dessin d'une fille, d'une femme avec juste le bas puis la bobette. Puis je me disais, oui, c'est exactement ça. La quantité de vêtements n'égale pas la quantité de respect qu'une personne mérite. Puis je trouve qu'on va flirter un peu avec ces idées-là. Éric dit « L'ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec est un exemple de ce que tu dis, je crois. Martine, elle ennuie bien plus à votre cause. » Bon. Vous voyez, ça, c'est un côté justement pour la communauté trans. C'est sûr que il y a des discours qui vont être qui ne seront pas appropriés. Évidemment. Je ne suis pas au courant, par exemple, de cette situation-là, donc je pourrais pas me prononcer vraiment, je me suis pas informée de ça. La seule partie qui serait problématique pour moi, que dit Marc-Olivier, est si elle utilise son côté sexy pour manipuler ses clients. C'est un outil positif pour certains, peut-être, ok.
Si c'est une distraction pour les clients, alors je comprends qu'il y a un problème. Maintenant, si c'est juste une question de sa vie privée, ceci ne devrait pas affecter son travail, à moins qu'elle décide de connecter les deux. Sur ce commentaire-là, je vais dire, je suis d'accord, avec un petit bémol au niveau de si c'est une distraction pour les clients. J'ai eu, dans les commentaires de l'événement au début, j'ai eu une personne qui me donnait un discours un petit peu similaire. Puis, ce que je lui ai dit, OK, mais à qui incombe la responsabilité du contrôle des impulsions qui vont avec ça? Donc, je lance un peu la question comme ça, tu sais, c'est de réfléchir à, oui, elle a la responsabilité. OK, je vous donne l'exemple. Quand moi, je fais des ateliers en privé, plus particulièrement, ou des rendez-vous en privé, mais plus particulièrement les ateliers, parce que comme j'ai une approche vraiment plus hands-on, donc vraiment plus proactive, si vous voulez, il y a des contacts qui sont possibles. Les contacts sont évidemment de nature non sexuelle, donc c'est pour ça que je fais un suivi par téléphone, puis aussi par message, selon comment je suis contactée au départ, pour que la personne comprenne bien que même s'il y a un contact physique, il n'est pas de nature sexuelle. Donc, il y a un aspect là-dedans qui est très important, une distinction importante à faire. Dans le même ordre d'idées, quand je me présente à ces rendez-vous-là, je vais m'arranger pour porter des vêtements qui sont vraiment très plain, dans le sens où je vais mettre un t-shirt, puis par exemple une paire de leggings, vraiment tout ce qu'il y a de plus de base, pour justement renforcer cette idée-là. L'idée justement du côté professionnel et non la possibilité d'avoir une confusion, par exemple, avec un service d'escorte ou un service de nature sexuelle. Donc, puis je connais aussi d'autres personnes qui sont dans cette situation-là. Des gens qui font de la calinothérapie, par exemple, doivent aussi placer cette barrière-là entre le client puis eux. Mais, est-ce que ces gens-là devraient s'empêcher de poster des photos sensuelles, sexy, des trucs amusants qu'ils font, des photoshoots, le fun pour justement continuer de faire valoir leur opinion, puis de parler de sexe, puis tout dans leur vie privée? Je penserais pas non plus. Moi, je le sais, je le fais pas. Tu sais, j'ai aucun problème à mélanger les deux, parce que pour moi, les deux font partie de la même sphère. C'est comme c'est l'entièreté de ma vie un peu. Donc, j'ai aucune misère à vous parler de mes sessions de shibari, puis à vous montrer des photos de ce que ça a de l'air, parce que je trouve que ça fait partie de l'éducation à ce niveau-là, sur ce sujet-là. Mais en séance privée, oui, je me dis que ça doit changer, mais je me force à le faire. C'est un peu ça. Martine dit « Oui, mais il faut faire attention, car projeter une image de transfru, on peut parler de façon droite et directe, mais sans utiliser la colère, la frustration. C'est déjà assez dur d'avancer dans la société et la communauté reste l'une des plus opprimées. Il faut juste faire attention à ce qu'on dit. » Oui, j'imagine aussi que le combat de la communauté trans aussi est très différent, évidemment, parce que on se retrouve avec justement une communauté qui commence, qui bourgeonne, qui prend ses droits, qui exprime enfin, dans le fond, ses besoins, puis aussi son identité en tant que communauté. Donc, il y a comme plus de chemin à rattraper. J'ose croire qu'on est rendu plus loin au niveau du féminisme, même si des fois, je me dis qu'il y en a encore long à faire aussi de ce côté-là. Mais, au moins, tu sais, je me dis que peut-être que ça aura pu tracer une forme de chemin possible ou une forme d'ouverture ou de début d'ouverture envers justement la différence, mais l'égalité dans la différence peut-être aussi. Donc pour former des sous-communautés, mais aussi pour former une société au total.
Shinri dit qu'il trouve pas ce qu'il voulait. Elle doit pas utiliser son truc pour se promouvoir. Oui, ça, je l'ai vu tout à l'heure dans, justement, le... Je l'ai lu, celui de l'Ordre des sexologues du Québec. J'ai lu le code de déontologie, en fait. Puis ça disait, en fait, ça, que un sexologue ne peut pas utiliser son titre de sexologue pour se promouvoir. Donc, il ne peut pas non plus utiliser du contenu déplacé ou, j'imagine, ça inclut oser, pour promouvoir son service. Donc, dans le but d'attirer plus de clients. Ce qui est correct, en fait, parce que ça reste une relation d'aide, c'est pas un produit. Donc, en n'étant pas un produit, ben, on peut se retrouver à avoir des problèmes, dans le fond, de conflit d'intérêts, un peu, si on veut. Dunter dit qu'elle a aussi des photos kinky. Tu vois, tu l'as déjà consulté plus que moi son profil, parce que moi, je me suis même pas encore rendue aux photos kinky dans son profil. Ce que je trouve qui était quand même bon, parce que j'ai scrollé quand même assez longtemps. Puis, on parle DSM 3, 4, voire même dans le 5. Ils sont très fermés d'esprit, peu ouverts à la diversité des érotismes. L'autre chose, tu sais, c'est aussi un... Parlant de communauté, justement, je me dis que probablement ou possiblement, tu sais, est-ce que c'est possible d'avoir une communauté dans sa profession? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de sentiment de communauté dans sa profession? Est-ce que le sentiment de communauté doit devenir protecteur jusqu'à une certaine limite, bien évidemment, là, sans tomber dans la cachotterie d'informations importantes ou la dénonciation, justement, de comportements qui sont réellement problématiques, comme par exemple un professionnel qui s'engagerait dans une relation amoureuse avec un client ou ce genre de choses-là. Ces choses-là sont bien évidemment plus importantes à dénoncer. Mais, tu sais, au niveau de la communauté, qu'est-ce que ça dit sur, justement, la communauté? Est-ce que ça engage pas un côté d'espionnage? Tu sais, de devoir toujours se cacher un peu de son voisin qui pourtant devrait être là pour t'aider. Tu sais, un sexologue, un psychologue, n'importe quel professionnel de la santé mentale n'a pas toutes les réponses, n'a pas toutes les... Ils vont avoir toute la même formation de base, mais ils n'auront pas toutes les mêmes spécialités, ils n'auront pas toutes les mêmes aptitudes non plus. Donc, est-ce que ça commencerait pas à venir jouer dans la confiance, tu sais, la confiance en l'autre, quand tu dis, bon, ben, tu sais, si je te parle de moi, si je te parle de ma vie privée, est-ce que je m'expose à possiblement me faire outer ou me faire, justement, me faire donner des sanctions parce que j'ai été dénoncée, finalement, pour m'avoir exprimé, pour m'avoir confié, par exemple, personnellement à une autre personne de la même profession ou qui ferait partie du même ordre, tu sais. Je trouve que ça symbolise tout ça, en fait, une espèce de gros problème de société, tu sais. C'est comme... C'est sûr que en n'étant pas exactement dans le milieu, c'est pas non plus... Je suis pas non plus la meilleure personne pour en parler parce que, c'est ça, je n'ai pas à vivre sous le même code, sous les mêmes règles. Moi, personnellement, je trouve que ça me donne une meilleure liberté au niveau de ma relation d'aide, de la manière dont j'apporte l'aide aux gens qui en ont besoin. Je pense que ça prend des diversités là-dedans parce qu'au final, tu sais, je sais pas, ces temps-ci, la vie est comme déjà tellement assez triste comme ça, là, sous bien des aspects. Je suis comme, puis la beauté féminine devrait pas être mise de côté ou mise sous une couverte parce que, tu sais, il y a des gens qui sont pas prêts à l'accepter puis à l'avoir, tu sais. Je dis pas, c'est ça, je dis pas qu'il faudrait porter un porte-cartel en rendez-vous, mais je me dis que au final, faut définir nos propres règles du jeu là-dedans et non juste se plier à des règles qui sont possiblement outdated. Ça, j'en serais vraiment, vraiment, vraiment pas étonnée. Puis aussi qui reflète encore une fois le côté hétéro cisgenre
qu'on essaye de mettre de côté de plus en plus avec l'acceptation, la diversité des genres, justement la prise de pouvoir par les différentes communautés sur leur sexualité puis l'expression de leur sexualité. Fait que, tu sais, même si tout ça, c'est sûr, ici, on n'entendra pas beaucoup parler. Moi, j'en ai entendu parler parce que, ben, je m'informe sur ces sujets-là. Mais je me dis qu'on n'est pas à l'abri, dans le fond. On n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de cette situation-là, tu sais. Ça pourrait arriver demain à une personne du Québec. Fait que c'est là où je suis comme... Je trouve que ça peut devenir néfaste ou ça peut aller très loin, très vite, en fait. Fait que c'est un peu de ça que je voulais vous parler à soir. Avoir une petite discussion là-dessus. Je vais reprendre quelques commentaires d'un petit peu plus haut. Manuel des diagnostics et statistiques des troubles mentaux. Je me souvenais plus c'était quoi l'appellation des mots. Je savais c'était quoi, mais je me souvenais plus c'était quoi. Puis Hunter a raison. Pendant longtemps, le monde kinky, tout ce qui était BDSM, tout ce qui était sadomasochisme était considéré comme un trouble mental. Marc-Olivier dit « Prenons ici des personnages publics qui ont été en vacances à l'extérieur du Québec, donc des vacances personnelles, mais ils sont punis au travail. C'est-tu correct? » Dans le sens où des gens auraient commis des fautes, un adultère ou peu importe, en vacances, mais que ça aurait des répercussions dans leur travail. C'est un peu ça que tu veux dire? Juste pour être sûr que je te suis bien, là. Je vais continuer les commentaires en attendant. L'image de la communauté doit aussi se faire de façon respectueuse. J'étais à la parade et je paradais. Il y avait des trans les seins nus que je trouve que ça n'avance pas sur notre combat, ça nous recule car cette parade devenue familiale, il faut faire attention. J'avais honte de ma communauté qu'on est témoin d'un tel manque de respect. Donc, ceux en costume de Poppy, ça aussi c'est un excellent exemple. En fait, ces deux exemples-là, c'est des excellents exemples. Donc, le costume de Poppy, le fur play, n'aurait pas non plus dû être présent. C'est vrai que ça a été un autre semi-scandale à la dernière parade. Puis, par rapport à ça, moi, je trouvais que... Ah, tu veux dire à cause de la COVID? OK. Tu sais, moi, je trouvais que ces gens-là avaient leur place dans la mesure où... surtout pour les Poppy, là, avaient leur place parce que, ben, c'est l'expression d'une partie de la communauté gay, malgré tout. Ça fait partie de leur culture, en gros. Bonjour Nathalie! Ça fait partie de leur culture. Est-ce que, parce que c'est érotisé pour certaines personnes, hein, parce que c'est pas pour tout le monde que le Poppy Play, par exemple, est 100% érotisé. Il y a des gens qui font ça vraiment pour absolument d'autres raisons, qui sont beaucoup plus psychologiques. Mais oui, il y a un aspect là-dessus qui est important à faire la différence. Dans le sens où si ces gens-là avaient été nus ou pratiquement nus, j'aurais peut-être été moins à l'aise. Mais de toutes les photos que j'ai vues, je les ai pas tous vues, il y avait pas de personnes justement en bobette ou en boxeur qui se promenaient, quand dans les autres parties de la parade, ben il y en avait. Donc on est comme rendu là, c'est 2 poids 2 mesures, tu sais, parce que c'est un visuel dont on n'est pas habitué. Ça choque certaines personnes. Parce qu'aussi, on l'associe à une sexualité pure, ça choque. Mais quand on sait vraiment ce qu'il y en est, souvent on se rend compte que ben c'est pas si pire que ça, puis c'est pas pire que dire à un enfant de jouer au poney avec son père. Je sais pas si vous comprenez, c'est un parallèle un peu loin, là, mais juste dans l'aspect où un père qui imiterait un cheval pour faire du poney sur son dos par son enfant de 4-5 ans,
est pas si différent d'un enfant qui flatte un puppy en costume. L'enfant ne comprend pas, puis ne voit pas l'aspect sexuel de la chose, puis il n'y a pas non plus d'apport sexuel dans l'interaction que le puppy va avoir avec l'enfant non plus. C'est vraiment purement innocent, si on veut. Donc, dans ce côté-là, je me dis, moi, il aurait dû être présent. C'est correct qu'il soit présent. Puis j'espère aussi qu'il va être présent à la prochaine. Au niveau de montrer ses seins à la parade, ça a comme un espèce de double aspect, je trouve. Ça a un double aspect dans la mesure où j'ai déjà participé à une manifestation justement pour c'était Free the Nipple, basically. Donc, libérer les mamelons. Puis, j'avais participé. J'avais participé parce que je m'étais rendu compte que se promener seins nus est encore un problème pour la femme, mais que pour la femme. Puis, c'est ça qui m'a amené à vouloir justement poser mon point là-dessus. Je peux comprendre que ça peut être différent, par contre, pour les gens de la communauté trans, mais pour les gens de la communauté féministe, c'est un point de combat. C'est un point d'égalité. Dans le fond, c'est une recherche de l'égalité dans le mamelon. En gros, pour que le mamelon masculin et le mamelon féminin soient perçus de la même façon. Donc, c'est-à-dire d'une manière non érotique, tant que nous ne sommes pas dans une situation érotique. Parce que au final, si homme ou femme, peut-être plus femme, ça va être plus évident à faire le lien, mais si vous passez votre main sur le torse de votre homme l'été pendant qu'il est en bédaine, c'est différent de quand vous allez venir dans la chambre, vous pencher vers lui pour lui pincer les mamelons pour l'exciter. Pourtant, c'est les mêmes mamelons, c'est le même visuel, c'est la même chose, mais pas l'attitude, mais le contexte. Le contexte donne justement le ton aux mamelons, en fait. Puis, moi, ce que j'aimerais, c'est que les mamelons soient les mêmes pour tout le monde. Parce que j'avais supporté une fille qui s'était faite, je l'ai juste en anglais, harassed par un policier, justement, qui voulait qu'elle remette son chandail quand, en fait, dans la loi à Montréal, c'est pas interdit de se promener les mamelons en torse nu, bref, qu'on soit homme ou femme, à moins d'être dans une boutique où là, c'est demandé explicitement à la porte. Bon, donc ces détails-là. Fait que je suis un petit peu ambivalente au niveau de montrer ses seins. Je trouve que quand c'est pour une cause, justement, de respect, de consentement, puis d'égalité, donc un peu plus féministe, je trouve que ça a sa place. Si c'est pour ça que ces gens-là faisaient ça, je suis d'accord. Si c'était pour la célébration, dans le sens où si c'était, par exemple, le même concept que de montrer ses seins à un concert, je trouve que c'est non nécessaire. Mais est-ce que ça me dérange vraiment? Non plus. Parce qu'au final, ben justement, ça devrait être juste des seins. Si tu veux les montrer, montre-les, puis fais-toi plaisir. Puis ça devrait pas être choquant, étant donné que c'est juste un torse avec des pectoraux. Ça donne qu'il y a des pectoraux qui ont des glandes mammaires par-dessus, puis d'autres pectoraux qui en ont pas. Donc, est-ce qu'on peut vraiment, être si choqué de ça? Je pense qu'on devrait repenser tranquillement, justement, notre perception au mamelon, notre relation au mamelon puis au sein en général. Tu vois, chinerie abonde dans le même sens. Ça peut être très social, zéro sexuel. Donc, voilà. Ça, lui aussi est très, très au fait, justement, de cette communauté-là. Oui, je comprends, Dunter, que c'est à cause d'une plainte. Donc, il y a quelque chose qui doit être fait. Mais dans quel sens ça doit être fait? Est-ce que ça doit être fait dans l'éducation de la personne qui porte la plainte, ne sachant pas d'où provient
la plainte, dans le sens où pas de qui provient la plainte, mais intérieurement, qu'est-ce qui a motivé la plainte. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire un travail à ce niveau-là versus juste sanctionner un petit peu d'être le juge, le jury puis le bourreau en même temps, là. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a manière à réfléchir là-dessus. Natacha dit le festival de Rio, c'est ça, en bikini avec des plumes, des bijoux, je trouve pas ça différent. Moi non plus, ça va aussi en termes de culture. C'est sûr qu'on n'aura jamais une culture mondiale, dans le sens où tout le monde va avoir exactement la même culture, les mêmes mœurs, les mêmes perceptions de la sexualité, de la réalité, des relations, etc. C'est ça. Chénerie aussi dit que, comme je disais tantôt, il voit un costume, l'enfant voit un costume, donc c'est pas un problème. Il dit aussi que c'est culturel pour les saints de devoir les cacher. C'est tellement pour ça que je voulais t'avoir en même temps avec moi. Je suis vraiment désolée que ça n'allait pas fonctionner encore. J'aurais tellement aimé ça, là. Martine dit, quand il y a des enfants à la parade, c'est différent. C'est sûr qu'il y a un aspect... Il y a un aspect d'éducation des enfants qui provient des parents. Puis, il y a une autre partie de l'éducation qui vient de la société. Est-ce qu'on est rendu dans la société est-ce qu'on est rendu à s'entendre assez sur les nouveaux concepts? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans les 20 dernières années, à s'entendre sur les nouveaux concepts de la sexualité, la nouvelle ouverture à la sexualité. Est-ce qu'on s'entend tous assez bien pour dire que cet enfant-là ne sera pas marqué ou n'interprétera pas nécessairement mal la situation qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de voir, si le parent n'a pas fait la bonne éducation? Je pense que c'est possible, oui, qu'il y ait des différences importantes aussi peut-être, qui pourraient faire en sorte que ça soit négatif, ça soit une expérience négative pour l'enfant qui vont l'amener à, dans le fond, peut-être développer ou avoir un mauvais souvenir de la situation qu'il a vécue. L'époque où les chevilles étaient très érotiques, c'est tellement le meilleur exemple du monde. C'est ça. Il y a des cultures que les mamelons féminins n'ont rien d'érotique, puis je pense aussi que c'est vrai, là. Quelque chose d'intéressant ici, Marc-Olivier dit « Il faut y aller en étapes pour avoir la plus grande efficacité et rapidité pour chaque combat de société. Certaines choses comme ça va prendre le contrôle du dialogue. C'est pour ça que je suis pour éviter ceci quand les combats de base ne sont pas encore gagnés pour passer à l'étape suivante. » Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Certaines choses comme ça vont prendre le contrôle du dialogue. C'est pour ça que je suis pour éviter ceci. Tu parles d'éviter quoi, en fait? C'est un petit peu ça ma question. Tu parles d'éviter quoi exactement dans ce combat? Tu parles justement de... Un autre super bon exemple que je donne tout le temps, je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant ça, c'est les massothérapeutes. Tu sais, les massothérapeutes, on fait face à ce problème-là, ce problème justement de dissociation des pratiques, puis de la perception de la société, parce que une partie des massothérapeutes offrent des services érotiques en même temps. Donc, à un certain point, les massothérapeutes ont commencé à être perçus. En fait, les masseurs, parce que ça a commencé avec le mot masseur au final, les masseurs et masseuses ont dû finalement se trouver un autre mot, s'inventer un autre mot pour se dissocier du côté sexuel. Mais au final, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on comprend que si le massothérapeute te masse les fessiers, donc les muscles des fessiers, il n'est pas en train de te pogner les fesses. Par exemple, si on se retrouve chez le masseur ou la masseuse et que là, on se fait toucher les fesses, ben là, on utilise
la connotation du mot que l'on connaît. Puis on peut interpréter à partir de là que, possiblement, c'est un service qui pourrait devenir érotique, qui pourrait devenir sexuel. Donc, il y a une porte qui s'ouvre. Je parlais des parades et de montrer les seins pour les femmes trans. Puis ça serait toi, pour toi, ça serait quoi, dans le fond, les meilleures étapes, les étapes les plus efficaces puis rapides à propos de ce sujet-là? Ça m'intrigue. J'ai aussi retrouvé les deux petites sections dans les règlements, justement, pour les sexologues de l'Ordre des sexologues du Québec. Il y a le point 4 qui dit que le sexologue ne peut poser un acte ou avoir un comportement contraire à ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession ou qui est susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession ou de briser le lien de confiance du public envers celle-ci. Je suis contente de l'avoir trouvé parce que ça vient rechercher ce que je vous parlais tantôt de comment qu'on définit ça, généralement admis dans l'exercice de la profession. Je suis comme généralement admis. Je peux pas croire que les pratiques se ressemblent tant que ça. Entre sexologues, tu fais juste lire les descriptions des sexologues, tu te rends compte qu'ils ont tous des cheminements, des manières de travailler tellement différentes. Porter atteinte à l'honneur et à la dignité, ça je peux comprendre, mais est-ce qu'on définit la dignité comme étant justement cette espèce d'idéal intouchable et pur et chaste, où la dignité peut venir en fait plutôt à travers le respect qu'on porte à la profession? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et ou briser le lien de confiance du public envers celle-ci. Ce qui relie le côté masseuse et masseuse et massothérapeute que je viens tout juste de vous parler. C'est ça, tu sais, qui dit, bon, le lien de confiance, tu sais, j'allais chez un masseur ou une masseuse pour me faire travailler les muscles, pour me faire débloquer le dos, me faire enlever des mal de tête, peu importe. Puis, je me suis mis à me faire proposer des services érotiques dont j'avais pas envie. Donc, je perds confiance. Je ne pense plus que les masseurs ou les masseuses sont des personnes vers qui je peux me tourner si j'ai un problème de nature physique. Donc, je peux imaginer comment c'est un peu la même chose au niveau justement du sexologue, tu sais. C'est de dire, bon, est-ce que le comportement qui a eu lieu ou le comportement qui pourrait avoir lieu brise le lien de confiance? Dans ce cas-ci, si oui, ce lien de confiance-là, ben comment il est bâti? Si on ne sait pas comment il est bâti, on va avoir de la misère à savoir comment il est brisé. Je me dis que la personne qui donne les meilleurs soins du monde, qui a la meilleure approche pour le type de clientèle qui est là, pourrait pas, tu sais, je pense pas que ça les dérangerait. Mettons qu'on leur demanderait en sondage ou peu importe. Je pense pas que ça les dérangerait de savoir que la fin de semaine, elle aime ça faire des photos érotiques ou qu'elle aime ça faire du BDSM. C'est un peu comme, tu sais, moi, comment je le vis à travers, tu sais, mes services à moi. Si j'aurais des gens qui viendraient me voir puis qui seraient choqués de mon style extravagant ou qui seraient choqués de savoir que je pratique la domination puis la soumission la fin de semaine, ben je serais pas la bonne personne pour leurs besoins. Mais est-ce que ça voudrait dire que je ne suis pas une personne de confiance? Je me dis pas nécessairement, tu sais. Je suis juste pas adaptée à ce qu'eux ont besoin pour pouvoir cheminer versus d'autres personnes que... On l'a vu pour l'image. Ça me rappelle aussi... Natacha dit, ça me rappelle aussi quelque chose de moindre avec l'élu qui est allé aux communes habillé en jeans et t-shirt avec ses Doc Martens. Oui, à un certain
À un certain point, c'est un peu ça. C'est un peu tout ça, en fait. La réflexion que je voulais apporter aujourd'hui, tu sais, c'était pas de savoir est-ce que c'était bien ou mal qu'elle ait été sanctionnée, c'était plus pourquoi? Pourquoi elle a été sanctionnée? Puis est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de différent? Tu sais, à ses fonctions, à son aptitude, à ses habiletés. Tu sais, c'est pas parce que t'es en t-shirt, puis en jeans, puis en Doc Martens que t'es une moins bonne élue. Je veux dire, va savoir. Peut-être qu'elle a changé complètement la perception de son district électoral, puis que elle a créé des parcs, elle a réduit justement, je sais pas moi, le taux de chômage dans son district en créant des emplois. Crème, pas de Doc Martens. OK. Je peux vivre avec ça si elle fait une aussi bonne job, tu sais. J'ai dit, là où j'avais des questionnements beaucoup avec mes profs, c'était l'aspect de travailler sur une place avec la communauté, genre toi et moi qui veulent travailler directement avec des gens. Pourquoi pas directement dans un donjon versus les moments qu'on travaille pas et qu'on veut jouer avec les autres. Le cadre entre professionnel et privé est mince. Je vais le donner à Shinri, c'est très 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 vrai. Ce qu'on me disait, c'est qu'il faut pas jouer et travailler à la même place et éviter les places que les clients sont. Je vais dire, malheureusement pour tes professeurs, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. Tu sais, c'est très difficile parce que, un, il y en a pas beaucoup. Deux, la communauté est pas si grande que ça. Puis trois, comment on peut démontrer, en fait, tu sais, c'est un peu ça, comment on peut démontrer notre valeur, comment qu'on peut montrer qu'on est proactif. Si, par exemple, je vais vraiment prendre ce que tu viens de me donner comme exemple, le BDSM en donjon, j'aime mieux savoir que je vais croiser un client en donjon et qu'il va me voir jouer de manière saine, consensuelle, informée des risques, puis sécuritaire, que de simplement lui dire « Ah oui, moi je joue de façon saine et sécuritaire, puis je m'informe des risques, mais j'ai toujours joué qu'à la maison et je ne connais que mon espace personnel pour le jeu. » Donc, tu sais, je me verrais mal me justifier, en fait. Tu sais, ça va être là, c'est au client de voir s'il me croit ou s'il me croit pas. Tandis que si il me voit éventuellement, possiblement en donjon, ben, il va bien voir que oui, j'essaie de pratiquer au mieux possible les différents aspects, les différentes pratiques que je propose dans mon service. Parce que comme je dis, j'ai quand même un service différent de la sexologie, là, je vais leur dire encore, je ne suis pas une sexologue. Donc, je n'ai pas les mêmes façons de faire, je n'ai pas non plus les mêmes restrictions au niveau de mon travail. Donc, c'est différent pour moi pour ça. Mais, c'est Shinri dit, si je veux travailler à Québec, il n'y a pas grand donjon. Il y en a juste un. Il y en a pas. C'est comme, il y en a juste un. Donc, ouais, c'est dur. Ça va être dur. C'est sûr que ça va être dur. Puis, comme Martine dit, elle a perdu sa job comme sous-contractante au fédéral, comme j'ai sorti du placard. C'est vraiment terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. Ça l'a comme... C'est pour ça que ça a besoin d'avancer. C'est pour ça que ça a besoin de changer. C'est pour ça qu'on a besoin de se poser des questions sur toute cette panoplie de règles-là, puis cette panoplie de restrictions, tu sais. Parce qu'il y en a qui sont bien placés, qui sont là pour protéger, puis il y en a d'autres qui sont là pour protéger l'organisme et non nécessairement la population, si on veut. Ouais, il y a beaucoup de travail. Vraiment, vraiment beaucoup de travail. Puis il y a un manque d'éducation, c'est vrai. Tu sais. Puis c'est des choses comme ça qui font en sorte que il faut définir comment on va bâtir. Comment on va bâtir une confiance. Comment on bâtit une confiance. Tu sais, est-ce que quand on se fie aux centaines de milliers de millions de vidéos YouTube qui vont vous expliquer le même sujet, ben c'est là où il faut regarder
qu'est-ce qui a été vérifié, contre-vérifié, réessayé, puis aussi qu'est-ce qui va être juste lancé en l'air par expérience personnelle. Parce que c'est ça, quand tu commences à mélanger tes expériences personnelles avec le travail, ben, t'exposes une partie de ta vulnérabilité, puis ben, dans certaines situations, comme toi, Martine, t'as vécu, ça donne un foothold, justement, à des gens pour te nuire. Puis comme je disais tantôt, c'est de voir pourquoi ces gens-là ont voulu nuire. Tu sais, qu'est-ce qui a motivé l'action de te nuire? Parce que pour eux, il y avait un bénéfice quelconque. Dans toutes les actions ont un bénéfice. C'est de savoir lequel. Tu sais, lequel pour eux, pour justement contrer le bénéfice que ça peut leur apporter. Si c'était par jalousie, bon, ben, travaillons à créer des endroits de travail, des espaces de travail où la jalousie n'a pas sa place, où chaque personne est reconnue pour ses capacités, puis ses besoins personnels, tu sais, c'est toutes des choses, tu sais. Puis Shinria a quand même raison, là, il y a des recours. C'est sûr que non, c'est pas facile à prouver. Je sais que, et j'imagine que tu as déjà beaucoup de combats à combattre sur plusieurs fronts concernant justement ta propre communauté. Je sais que tu es super active au niveau de l'éducation et tout. Mais oui, il y a des ressources qui pourraient peut-être t'aider si tu le veux. Finalement, c'était un peu tout ça. C'est un peu tout ça que je voulais jaser avec vous autres. Je voulais avoir votre avis, puis voir qu'est-ce que vous pensiez de ça, puis qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, tu sais, pour améliorer ça, que ça soit dans les codes vestimentaires à l'école, que ça soit dans les codes de déontologie des entreprises, des ordres X, Y, Z qui existent, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société, justement, pour continuer d'encourager la sexualité positive, mais aussi de sauvegarder, justement, le professionnalisme, puis la sécurité de la clientèle qui peut avoir recours, justement, à ces différents organismes-là, parce que malgré tout, les étudiants sont, dans une certaine mesure, une clientèle. Donc, pour moi, il rentre un peu dans le même concept. T'sais. Est-ce qu'on continue de combattre la masculinité toxique? Est-ce qu'on continue d'encourager l'émancipation des femmes, puis le fait de connaître son corps, autant homme que femme, garçon, fille, etc.? Est-ce qu'on continue l'éducation sexuelle? Parce qu'il y a eu un moment où l'éducation sexuelle avait carrément été enlevée des écoles. Ça avait carrément été enlevé. Ce qui a pas de sens, là. En tout cas, dans ma perception des choses, c'est quelque chose qui a absolument aucun sens. Mais est-ce que, dans ce cas-là, justement, est-ce qu'on s'est plié une fois qu'on n'aurait pas dû? Est-ce qu'on s'est plié à certaines personnes qui avaient un bénéfice à garder la jeunesse dans le noir, par exemple? Que ce soit par peur personnelle, par jugement personnel envers, justement, la sexualité? Ou est-ce qu'en tant que société, ben, on se doit plutôt de justement s'opposer à ça, s'opposer à ce qui brime ou à ce qui risque de brimer versus ce qui va encourager puis ce qui va permettre de s'épanouir. T'sais?